table ronde qui est maintenant sur le thème de la consommation et de l'alimentation. Pour en parler, j'accueille Pascal Ebel et Christine Leprel. Nous allons commencer par Pascal Ebel, Christelle, excusez-moi. Pascal Ebel est une de nos sociétaires, pour reprendre la terminologie que j'ai employée pour Hubert Sassi tout à l'heure, parce que vous étiez avec nous l'an dernier. Pascal Ebel est directrice de la consommation, directrice du pôle consommation et entreprise au CREDOC. Elle est ingénieure agronome et elle a un doctorat en mathématiques appliquées. Elle a commencé sa carrière à l'INRA. Ensuite, elle est devenue consultante senior chez Nielsen. Et puis, elle s'est occupée de marketing et de consommation au BIP, organisme de conseil de la Caisse des dépôts. Et elle est rentrée au CREDOC, ce qui veut dire Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Le CREDOC n'est pas un organisme public, c'est une association 1901 financée par ses clients, qui existe depuis une bonne soixantaine d'années et qui a dû réaliser au moins 3500 enquêtes. Il y a 3 pôles au CREDOC, un pôle politique sociale, un pôle grande tendance sociétale opinion et un pôle consommation et entreprise que dirige Pascal Ebel. Ce pôle est donc spécialiste de la consommation et de son anticipation. Et donc, nous sommes heureux d'entendre Pascal Ebel sur la façon dont les différents alcools sont consommés. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière, donc on est très heureux de se retrouver physiquement. Donc ce que je vais en effet vous décrire, c'est un petit peu dans quel contexte sont consommés les alcools. Et pour ça, en effet, nous, on mesure les choses au travers d'une enquête sur l'alimentation. Et donc c'est bien parce qu'on aborde ces sujets par l'aliment qu'on va avoir finalement des éléments qui permettent de comprendre au cours du temps comment ont évolué les consommations des différents alcools. Donc on a aujourd'hui 20 ans d'historique. La toute première enquête date de 99. Et on a essayé de maintenir tous les 3 ou 4 ans la même façon de mesurer les choses, donc auprès d'un échantillon représentatif des foyers français. Donc avec aujourd'hui on est à 3000 individus de 18 ans et plus des enfants qui vont remplir des carnets. Donc finalement, comme on leur demande de décrire au travers d'un carnet, en leur demandant le midi, le soir, entre les repas, comment vous consommez, avec, pour mesurer les quantités des formes de verre, où ils peuvent donner les volumes, eh bien, finalement, la mesure de l'alcool est souvent dans ces carnets plus importante que ce qu'on pourrait obtenir à partir d'un baromètre santé, comme ça existait, où on demande une fréquence, le nombre de verres. Là, comme c'est dans un champ un peu plus large, on arrive à avoir des mesures qui sont sans doute un petit peu plus exactes. Donc, c'est une enquête donc, qui se fait que tous les 3 ou 4 ans, et on a évolué au cours du temps, puisque au départ c'était tout sur du carnet papier, on était en face à face, et toujours est-il qu'on a toujours gardé finalement un volet très sociologique. Tout à l'heure, on parlait du contexte. Alors les sociologues vont plutôt dire que c'est une influence sociologique, l'influence des autres, et c'est bien parce qu'on peut mettre en évidence la durée des repas, on arrive à mesurer si on mange debout, si on mange assis, c'est ce qu'on a intégré petit à petit, est-ce qu'on mange avec des couverts ou sans couverts, et évidemment avec qui on consomme, quel est le lieu, à quel endroit on est. Et là, évidemment, les types de produits consommés en termes d'alcool sont très, très différents. Et on va évidemment avoir aussi ce qu'on fait pendant qu'on mange et ce qu'on fait pendant qu'on prend différents types de boissons et d'aliments qui vont être mesurés dans cette enquête. Alors pour aller vers une évolution des nouveaux outils, on a bien entendu autorisé les gens à utiliser un carnet alimentaire online, et ça on fait ça depuis 2013. Et donc vous voyez ici les assiettes, ça permet de mesurer les tailles de ce qui est consommé. Et évidemment, on s'est rendu compte qu'au cours du temps, les contenants pour boire du vin, notamment, ont beaucoup grossi. Et finalement, c'est ça qui permet, grâce à ces photos, d'avoir une mesure plus réelle des volumes qui vont être ingérés. Puisque quand on faisait des enquêtes auparavant, on demandait la fréquence de consommation et le nombre de verres. Eh bien, évidemment, les nombres de verres d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les nombres de verres d'il y a 20 ans des premières enquêtes. Donc, c'est bien ces systèmes-là qui permettent de regarder les choses. Et on a fait des travaux sur cette question que vous me posez.
quel est le contexte social de consommation des boissons. Et on a travaillé notamment au moment où on a déposé le modèle gastronomique à la française à l'UNESCO et regardé quels étaient les marqueurs finalement de ce modèle alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est que le modèle alimentaire à la française? C'est vraiment quelque chose qui a été décrit par les sociologues dans les années 80, c'est de faire le constat qu'en France, depuis la fin de la Deuxième Guerre, eh bien, on a un modèle alimentaire qui repose sur le fait qu'on met en premier le goût. Ça a été décrit tout à l'heure, sur la consommation de vin, on voit bien que c'est avant tout le plaisir, plutôt que comme dans les pays du Nord, où ça va être plutôt d'avoir l'effet de l'alcool. La convivialité. Et alors ça, c'est fondamental. On montre que, par exemple, en France, à 12h30, 60% des Français sont à table. C'est pas tant que c'est très important d'être à table à la même heure. C'est vraiment parce que le repas permet de partager, de discuter. Donc c'est un marqueur social qui intervient dans nos relations avec les autres. Et puis il y a des règles. Et ces règles qui sont établies sont celles de 3 repas par jour. Et quand on compare les Français par rapport aux Suédois, par exemple, eh bien, moi qui suis statisticienne, je vais utiliser un terme un peu technique, c'est qu'il n'y a pas de variabilité en France. C'est qu'en gros, le nombre de repas par jour, il est de 3,4 ou 5, et qu'il n'y a pas beaucoup d'écart type, pour ceux qui voient ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout le monde faisait, et j'insiste sur le faisait, parce que c'était bien au XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe. Et donc, il y a cette question du nombre de repas. On ne mange pas entre les repas et on ne boit pas. On ne boit pas d'eau non plus. Ce qui faisait qu'en termes d'hydratation, on était très, très peu consommateurs aussi d'hydratation. Et puis, on consacre beaucoup de temps au process alimentaire. Et c'est lié finalement à cette culture gastronomique qui est de passer du temps à faire la cuisine, de passer du temps à faire les courses et de passer beaucoup de temps à table. Et enfin, dernier point, c'est l'enchaînement des mets, l'enchaînement des plats. Et dans cet enchaînement, on a surtout une structure. On mange le sucré qu'à la fin, on met une entrée et on met un plat au milieu et évidemment accompagné de boissons caractéristiques. Et donc, quand on a voulu caractériser ce qu'était que le repas gastronomique à la française, on l'a défini d'une façon qui était de dire que c'est un repas, donc parmi les déjeuners et les dîners, puisque l'hypothèse, c'est qu'il n'y a que ça en plus du petit déjeuner, et que ce repas, on y passe du temps. Et donc, on a défini le repas gastronomique à la française comme un repas où on passe plus d'1 heure à table, et ça représentait 24% des repas sur l'étude qui avait été faite à ce moment-là. Et ces repas, évidemment, on va avoir des descripteurs qui sont ceux que vous voyez apparaître ici sur cette gastronomie à la française, où on valorise une culture, où on façonne au cours du temps avec des règles, du bien manger ensemble dans un milieu géographique varié. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de notre diversité de types de boissons alcoolisées, de types de vins et bien sûr de types d'aliments. Rien que sur le carnet alimentaire, quand on mesure les quantités, on a un cahier photo, nous on a 200 pages. Ça a été mis en place avec Suvimax, donc le Nutrinet que vous connaissez peut-être. En Angleterre, il y a la même enquête, il y a 20 pages pour déterminer les contenants, les quantités. Donc on a vraiment une variété de notre alimentation. Donc on a 40% de repas qui sont entrées, plats, fromage et dessert, et ça c'était en 2007. Enfin, sur les descripteurs de ce repas, qu'est-ce qui est présent pendant ces repas où on a plus d'1 heure à table à plusieurs? Eh bien, on voit, vous voyez ici la comparaison entre les repas au total et ceux qui correspondent à cette définition du repas gastronomique. Eh bien, on va avoir plus de vin. Il n'y a pas plus d'autres alcools dans ces repas, donc c'est bien le vin qui est caractéristique, comme le café qui va être caractéristique de ces repas, et comme d'autres produits que vous imaginez bien, le fromage, le pain, et puis ces caractéristiques d'avoir des desserts en fin de repas, ce qui existe assez peu dans d'autres cultures. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce vin qui
finalement, est marqueur d'un modèle. Et puis, ce qu'on constate, et alors on a travaillé avec Christelle ici, notamment pour caractériser finalement l'évolution des choses. Donc, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'avant tout, ce n'est pas des différences d'âge qu'on a vis-à-vis des consommations, c'est des différences générationnelles. C'est-à-dire que quand on voit que les jeunes consomment moins, c'est pas parce qu'en vieillissant, ils vont en consommer plus. Ça serait trop génial. Non, c'est parce qu'ils consommeront toujours moins. Et ça a été montré par l'INRA aussi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, c'est que on consomme beaucoup moins souvent quand on est dans une jeune génération. On ne consomme plus tous les jours, mais on n'en consomme que de façon occasionnelle. Et la caractéristique des jeunes, c'est bien sûr que sur le vin, on voit bien que quand il y a du vin dans le repas, eh bien, il y a un écart énorme sur la durée des repas. Vous voyez, c'est 2 fois plus chez les 18-30 ans, alors que chez les plus âgés, il y a moins cet écart-là. Donc oui, le repas gastronomique, il est toujours pris par les plus jeunes. Ils ont toujours cette culture qui est marquante. Mais évidemment, elle est marquante dans certaines catégories sociales. Ça va être moins le cas dans les classes populaires. Et puis, bien sûr, ça n'est qu'occasionnel. C'est-à-dire qu'ils ne font des repas tels qu'on les définissait au XXe siècle, que de temps en temps, que quand ils vont chez leurs parents et quand ils sont avec leurs amis, eh bien, ça dépendra du contexte. Si c'est une soirée foot ou si c'est un contexte où on regarde une série vidéo, on n'a pas du tout le même type d'alimentation. Donc, il y a vraiment cette question de la durée du repas qui est beaucoup plus importante. Et puis, on mange beaucoup plus quand la boisson à table et de l'alcool. C'est-à-dire que le vin, on regarde quels sont les types de repas où il y a du vin et d'autres types d'alcool, quel est le nombre d'aliments autour des repas avec du vin. Eh bien, vous voyez que quand il y a du vin, c'est significativement plus important. C'est 6 types d'aliments, donc 6 aliments dans les repas, déjeuner ou dîner, quand il y a du vin, contre 3 quand il n'y a pas de vin. Donc, il y a vraiment cet accompagnement qu'on décrivait tout à l'heure. Oui, on consomme du vin, on consomme des aliments quand on consomme du vin. Par contre, et c'était ça mon deuxième élément, c'est qu'il y a une évolution vers, et alors ça caractérise toute l'alimentation, c'est le fait qu'on mange de plus en plus en dehors des repas. Je vous donne un chiffre. En 2003, je prends l'ensemble des boissons alcoolisées. En 2003, seulement 13% des quantités d'alcool consommées étaient prises en dehors des repas, en dehors des déjeuners et des dîners. Aujourd'hui, c'est 44%. Donc c'est simplement qu'on consomme de plus en plus ces boissons en dehors des déjeuners et dîners. Alors bien sûr, c'est plus pour les boissons, les cocktails et les spiritueux, mais surtout la bière. Vous savez que ce qui se passe en ce moment, c'est que la consommation de bière augmente fortement. Et c'est bien ce qui se passe du côté des plus jeunes. Le vin, la bière, il y avait un effet générationnel négatif. Et là, il y a une inversion de tendance qui est phénoménale. Et donc, ces boissons-là sont consommées beaucoup plus en dehors de chez soi et beaucoup plus en dehors des repas. Mais ce n'est pas parce qu'on boit des boissons seules, c'est parce que sur toute l'alimentation, on a ça. Aujourd'hui, on a 10% de l'énergie ingérée qui est consommée en dehors des repas. On est comme les Américains il y a 15 ans, alors qu'en 2003, on n'était qu'à 2% de l'énergie consommée, de kilocalories qui étaient consommées en dehors des repas. Et l'alcool va suivre la même chose, et notamment parce qu'on boit de moins en moins d'alcool, 2 fois moins en 16 ans aujourd'hui en millilitres par jour, et évidemment plus d'alcool sous forme de cocktail et sous forme de bière. Il y a une évolution et qui est liée là complètement au mode de vie, qui est liée. Alors c'est vrai que cette histoire de manger en dehors des repas, on nous a tellement vendu qu'on était dans un modèle qui était à 3, qu'on ne regardait pas, c'était un angle mort dans la recherche, on ne regardait pas cette partie qui s'appelait, qu'on appelle aujourd'hui snacking, prise hors repas. Donc on a, en travaillant avec des acteurs qui sont plus positionnés sur ces produits consommés en repas, on a fait l'observatoire du snacking et on voit bien qu'il y a une diffusion. Et pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de métiers. On oublie qu'on a une diversification des modes de vie de la population, de gens qui ont des travaux, qui travaillent la nuit, qui travaillent à des horaires postés. Donc le midi, ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc ils ne mangent pas à midi, ils ne prennent pas de déjeuner. Et donc on prend de moins en moins nos repas de cette forme-là. Donc là, on le voit ici sur la consommation de vin.
entre 2003 et 2013, vous voyez qu'apparaît en bleu les quantités en millilitres consommées en danka ou en apéritif. On voit que quelle que soit la tranche d'âge, on voit apparaître ce bleu dans la deuxième barre qui caractérise par rapport à 2003 où c'était presque rien consommé entre le déjeuner et le dîner. Et là, ça progresse de façon importante. Enfin, sur cette diapositive-là, on va regarder à quel moment de la journée vont être consommées les quantités de vin et d'autres alcools selon le moment de la journée. Et bien sûr, le comparatif entre le vin et les autres alcools, c'est que c'est beaucoup plus. Vous voyez, les autres alcools, la part de orange et du bleu, c'est les 3/4 qui sont consommés en dehors des repas. Alors que sur le vin, ça reste très faible, même si ça se consomme un petit peu plus. Et c'est bien parce que ça se consomme en dehors des repas qu'on va avoir des types de vins différents. Le vin rouge en part diminue et c'est remplacé par plus de vin blanc qui se consomme aux apéritifs ou du rosé qui va se consommer un peu plus sous d'autres repas. Sur cette diapositive, on va voir sur le fait, est-ce que le fait de prendre des repas seuls, des repas de consommer des aliments ou des boissons en dehors des repas vont faire qu'on en consomme de plus en plus seul. Sur les quantités totales de boissons alcoolisées consommées, finalement, il n'y en a que 16% qui sont consommées seules et ça ne progresse pas au cours du temps. C'est que finalement, comme on est dans un modèle, enfin dans une alimentation où on consomme avec les autres, même les prises hors repas, elles ne sont pas seules. Mais vous voyez ici que chez les jeunes, le vin, par exemple, est pris beaucoup plus avec les autres que chez les plus âgés. La part de ce qui est consommé seul, c'est beaucoup plus en vieillissant. Chez les 50 ans et plus, c'est 20%. Alors sans doute parce que dans ces catégories de population-là, on vit plus seul aussi, on a moins de sociabilité et on va consommer le vin de façon plus seule. Donc la partie consommée seule ne progresse pas au cours du temps et par contre, elle est différente selon le cycle de vie. Voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le modèle alimentaire du XXe siècle, c'était au XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle et qu'on a de plus en plus de prises hors repas, je vous ai donné les chiffres, mais aussi hors domicile. Et ce qui se passe avec le Covid, c'est évidemment cette part de la restauration qui a diminué. Ce qu'on observait structurellement, c'est qu'on prend de plus en plus, alors notamment parce qu'on boit de plus en plus de bière, de prise d'alcool en dehors du domicile. Et évidemment, le Covid ayant arrêté le hors-domicile, on a eu du transfert sur les ventes dans les magasins. Et on sait que le hors-domicile, finalement, il reviendra quand on pourra sortir. Donc il y a vraiment une consommation de vin qui est très, très culturelle, qui reste très marqueur de ce repas à la française gastronomique que les jeunes vont pratiquer, mais de moins en moins souvent, mais ça reste pour eux culturel, dans les milieux les plus aisés, pas dans les catégories les plus modestes, chez lesquels, en fait, dans les catégories les plus modestes, on est beaucoup moins sur ces repas conviviaux, pris à plusieurs. On va manger plus souvent seul et donc on n'aura pas du tout la même façon de consommer. Et puis, la consommation de vin se fera de plus en plus à l'extérieur et donc dans des nouvelles formes auxquelles il faut s'adapter. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci, merci Pascal Ebel. Je vous rappelle qu'on va répondre à vos questions dans la deuxième partie, après l'intervention de Christelle. Les personnes qui sont à distance, vous pouvez poser vos questions grâce à la petite touche QR, ça veut dire question-réponse, qui est en bas de votre écran, et vous pouvez taper votre question, qu'on posera tout à l'heure. Et dans la salle, vous pourrez également poser vos questions en direct. Alors, c'est maintenant au tour de Christelle Leprel, qui est donc déléguée générale de Vins et Sociétés. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup de Vins et Sociétés depuis le début de la journée. C'est une association qui représente les 500 000 acteurs de la vigne et du vin, que ce soit la production, le négoce, les interprofessions. L'association est composée de 28 membres, 7 organisations nationales et 21 organisations régionales. Elle est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics sur toutes les questions de vin dans la société. Alors Christelle, vous êtes juriste de formation, vous avez un DESS de droit de l'homme et droit humanitaire de Paris 2, vous avez un DEA droit de la personne et protection de l'humanité de Dijon,
et vous êtes une spécialiste de la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, fonction que vous avez occupée à l'UNESCO de 2003 à 2008. Ensuite, vous êtes intéressé à l'inscription des climats de vignobles de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été un long travail et ça aboutit à l'inscription à ce patrimoine mondial qui a été obtenu en 2015. Et vous êtes la déléguée générale de Vins et Sociétés depuis 4 ans. Donc, vous allez nous parler de la consommation de vin avec les différents types d'alimentation, ce qui va bien compléter l'intervention que vient de nous faire Pascale Hébel. Je vous remercie. Oui, merci Pascale Hébel, puisqu'elle aura décrypté beaucoup de tendances d'alimentation qui vont nous servir dans le cadre de cette présentation. Donc, j'en viens au cœur de notre présentation pour vous présenter les différents types d'alimentation et de consommation de vin. En 2021, la filière viticole a lancé une campagne nationale pour promouvoir son modèle culturel, un modèle qui est tourné autour du vin, de l'alimentation et de la modération, avec un slogan qui s'intitule « Un bon vin se sert avec tout ». Avec modération surtout. On a choisi de faire cette campagne pour valoriser justement l'évolution des différents types d'alimentation et on a construit 7 profils de mangeurs. Alors, je vais parler de mangeurs, pour distinguer des consommateurs de vin, mais ça sera plus simple. Donc, de gauche à droite et de haut en bas, on a identifié 7 profils de mangeurs qui va donc du traditionnista, donc comportement plus traditionnel dans son alimentation, le street lover, donc plutôt culture fusion, culture d'alimentation de rue, l'apéritivore, Pascale Hébel en a parlé, un moment qui rassemble beaucoup les Français, les gastronomaniaques qui aiment courir les restaurants et chercher les bonnes adresses. Les becs sucrés, qui est aussi une tendance assez forte dans la société, et les barbecue masters, qui représentent les consommateurs de viande, et les végis gourmands. Donc 7 profils qui nous permettent en fait de faire le lien entre alimentation, vin et modération. Et pour quelles raisons axer notre campagne de communication pour la filière viticole autour du vin et de l'alimentation? Ça paraît assez simple. Tout le monde l'a rappelé aujourd'hui, le vin est majoritairement consommé à table. Et puis, il est consommé dans le cadre d'un partage, d'une convivialité. C'est un moment qui rassemble, que ce soit un repas traditionnel ou que ce soit l'apéritif. C'est un moment dans lequel on fait société encore. Et je pense que dans le contexte aujourd'hui qui est le nôtre, savoir dialoguer et dialoguer notamment à table est encore un ressort de la culture française très fort. L'alimentation, c'est aussi les accords mets et vins. Nous avons la chance de vivre en France et d'avoir une multiplicité de vins à proposer, donc de pouvoir potentiellement s'adapter à tous les profils de consommateurs que nous avons en face de nous. Et puis bien sûr la modération, vous le savez, le vin c'est un produit d'élaboration du temps long, c'est un produit qu'il faut prendre le temps de déguster, avec lequel, autour duquel on a plaisir à dialoguer. Donc évidemment le bon mode d'emploi du produit, c'est toujours dans le cadre d'une consommation responsable qui d'ailleurs correspond à la consommation des Français, puisque au cours des 60 dernières années, la consommation de vin a été divisée par 3. Donc j'en viens à la restitution sur les profils d'alimentation et les profils de consommateurs de vin. Nous avons réalisé un questionnaire avec l'IFOP sur un panel assez large, un échantillonnage de 5000 personnes pour tester qui, à l'intérieur de la population française, se retrouvait autour de ces 7 profils. Donc 7 sous-échantillonnages autour de 300 personnes qui nous ont permis de se rendre compte des différences dans la population française. Donc, dans un premier temps, on va partager la représentation des profils au sein de la population qui va de 18 à 75 ans et qui est pratiquée selon une pratique standard des questionnaires de l'IFOP avec les méthodes des quotas. Ce qu'on constate immédiatement, vous le voyez dans ce graphique, c'est un petit clin d'œil pour URPS parce qu'il va se régaler avec ma présentation. On le voit, les traditionnistas sont majoritaires dans la population française. Près de 4 Français sur 10 ont une alimentation dite traditionnelle, c'est-à-dire qu'un petit peu la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, c'est quelque chose qui leur parle. Les traditionnistas sont dans une proportion évidemment moindre. On le voit ensuite, tous les profils alimentaires sont assez resserrés, mais il y a quand même une hiérarchie entre eux. Les gastronomaniaques à 15%, les becs sucrés 12%, barbecue master 12%, les street lovers 9%. Et en cela, on voit
que l'alimentation nomade prend de plus en plus d'importance dans la société française. Les apéritivores également, 8%, et les végigourmands qui représentent 6%. Alors, avant de parler de leur consommation de vin, je vais parler de leur profil socioculturel, parce que leur profil socioculturel, évidemment, éclaire énormément leur profil de consommateur de vin. Le traditionnista, pas tellement de différence de genre, mais une différence assez prégnante d'âge. Vous le voyez, ce sont plutôt des consommateurs de plus de 65 ans qui sont retraités. On voit la surreprésentation par une petite croix verte et d'un niveau de diplôme peu élevé. Les gastronomaniaques, on commence à voir apparaître une différence. Ils sont surreprésentés en termes de genre pour les hommes, mais là encore, on a affaire à une population qui est majoritairement plus âgée. Elle a plus de 65 ans et, à contrario du profil traditionnista, on fait plutôt face à des consommateurs qui, eux, ont un niveau de diplôme plus élevé. Et ils sont aussi plus représentés dans les communautés urbaines de province. Le bec sucré, alors là pour le coup, on voit quand même des grandes tendances aussi en termes de genre, puisque le bec sucré c'est plutôt un profil féminin qui est surreprésenté, vous voyez 63%, et un profil jeune, entre 18 et 34 ans, donc une surreprésentation dans la population française du profil bec sucré en lien avec cette tranche d'âge. On est sur un niveau intermédiaire de diplôme et on est sur une population qui est aussi surreprésentée dans les communes rurales. Alors, le pendant, j'allais dire genré des becs sucrés, c'est les barbecue masters, puisque vous le voyez, 70% des gens qui déclarent consommer majoritairement des produits autour de la viande, des plats autour de la viande, mais sont à 70% des hommes. Et là encore, ils sont très jeunes. On constate qu'ils sont entre 18 et 34 ans, surreprésentés dans la population française, avec un niveau de diplôme plus faible que la moyenne française, et aussi une surreprésentation dans les communautés urbaines de province. Les street lovers, pas de différence de genre, mais là encore est très en phase avec les évolutions de comportement alimentaire, une surreprésentation de la population de 18-34 ans, avec une catégorie intermédiaire, puisqu'ils ont le niveau baccalauréat à peu près, et ils doivent aussi correspondre à une catégorie d'étudiants, puisqu'on voit qu'ils sont dans la catégorie autres inactifs surreprésentés, avec une bonne représentation, une surreprésentation dans l'agglomération parisienne. Mais ils sont majoritairement présents dans les communautés urbaines de province. L'apéritivore, qui est aussi un profil, on va dire, alors, moins marqué en termes de genre, mais tout de même, vous voyez, 57% des apéritivores sont des femmes. Et on est sur une catégorie de population qui est une catégorie active de la population, puisqu'elle se situe majoritairement entre 25 et 49 ans. Donc en fait, on est plutôt sur des femmes qui, justement, on parlait tout à l'heure de la différence de ce qui peut expliquer parfois moins de consommation. Et bien en fait, le fait d'être actif et avec des enfants notamment à domicile est un facteur de baisse de la consommation. On est sur un profil qui est plutôt surreprésenté dans les communautés urbaines de province. J'en viens au végigourmand, qui là encore est un profil genré, avec une surreprésentation des femmes, 67%, et à l'inverse des becs sucrés, les végigourmandes, puisqu'elles sont gourmandes, sont plutôt d'un diplôme, sont plus diplômées que la moyenne nationale, et elles appartiennent aussi plus majoritairement, sans surprise, à l'agglomération parisienne, qui correspond aussi sans doute à un profil étudiant dans la population française. Voilà, alors c'était important d'avoir en tête ces fiches types par profil de consommateur, de mangeur, pardon, pour en venir à la consommation des différents profils. On s'interroge, alors je suis désolée pour la lecture peut-être difficile, mais sur leur consommation. Il y a déjà une chose qui frappe immédiatement, c'est que dans la grande majorité, les mangeurs sont amateurs de vin. Vous avez plus de 7 Français sur 10 qui déclarent consommer du vin, de 62% pour les street lovers, à près de 90% pour les gastronomaniaques, qui sont les profils les plus consommateurs. Et ce profil de consommateur selon l'âge nous renseigne immédiatement sur la fréquence de consommation. Et vous le voyez sur le diagramme, les deux premières colonnes de gauche, donc les traditionnistas et les gastronomaniaques, ont une consommation journalière plus régulière, plus importante,
encore plus importante pour les gastronomaniaques parce que nous sommes sur une population qui est plus âgée. Et à contrario, quand on regarde les autres colonnes, à partir du bec sucré, apéritivore, barbecue master, street lover et végé gourmand, eh bien vous voyez que la fréquence de consommation, elle se réduit considérablement en raison de l'âge, avec une consommation, on l'a dit, qui est devenue très occasionnelle de vin, qui aujourd'hui n'est plus du tout considéré comme un produit aliment, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une consommation modérée. Et ça, c'est un élément très important à avoir à l'esprit, c'est que les modes de consommation, ils ont profondément muté. Et on le voit aussi, il y a quand même une partie importante de ces jeunes consommateurs qui se déclarent ne jamais consommer de vin. Si j'en viens au type de vin préféré par ces mangeurs, eh bien en fait il y a tout de suite des différences qui sautent aux yeux. Les traditionnistas et les gastronomaniaques ont une préférence marquée pour le vin rouge. Vous le voyez, c'est dans les citations, la première occurrence qui est citée. Là encore, ça s'explique avec une consommation de génération où le vin rouge était majoritairement présent à table. Ils ont une consommation qui s'inscrit dans le cadre généralement du repas, on va le voir. Il y a deux autres profils qui se distinguent de façon aussi intéressante. C'est les apéritivores et les street lovers qui citent le vin blanc en premier. Ils sont plus jeunes et ils ont une consommation, j'allais dire, plus nomade. Et donc là, le vin blanc semble avoir leur faveur. On a deux particularités dans les profils. Le bec sucré, qui assez logiquement, vous le voyez, a une appétence supérieure à la moyenne pour les vins moelleux. C'est évidemment une histoire de goût, le vin est plus sucré, donc en fait derrière ça on retrouve des femmes et des femmes plutôt jeunes. Et les végis gourmands qui, dans la colonne tout à fait à droite, se distinguent avec une consommation supérieure aux autres profils de vins effervescents. Alors, les occasions, on a étudié aussi les occasions privilégiées pour consommer du vin. Donc, on retrouve la disposition des traditionnistas jusqu'aux végis gourmands de façon constante. Et on le voit, il y a 3 occasions qui ressortent nettement dans la liste des moments privilégiés pour consommer et boire du vin. Donc, c'est le repas amélioré avec des invités, un apéritif avec des invités et un événement festif. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les items choisis, en fait, on boit pour être ensemble, on boit pour partager, et les items qui visent à tester les occasions où on boit seul, eh bien en fait, ressortent peu. Et quand ils ressortent, notamment pour les profils traditionnistas, parce que les traditionnistas déclarent consommer parfois seuls pour accompagner un repas amélioré, et bien en fait ça correspond à une tendance générationnelle chez eux qui a consisté à boire à table, et quelle que soit l'évolution de leur mode de vie, et bien en fait ils continuent à consommer à table. Donc la première occasion privilégiée pour consommer du vin, c'est le repas amélioré avec des invités. Plus de 7 personnes sur 10, quel que soit leur profil d'appartenance, jugent que c'est le meilleur moment. La deuxième occasion privilégiée pour la consommation de vin, donc c'est l'apéritif partagé avec des amis, de 46% à peu près à 64%, et ce qui correspond aussi à l'évolution des modes de consommation. La troisième occasion, c'est un événement festif, donc on voit que ça participe également de la culture des Français de consommer pour célébrer. Une petite particularité dans les occasions privilégiées pour consommer du vin, le végis gourmand, qui on le remarque se distingue assez fréquemment, a une tendance par rapport aux autres profils à consommer pour se détendre plus volontiers. Ça reste évidemment pas l'occurrence la principale, mais c'est une caractéristique qui le démarque. Alors si on s'intéresse aux lieux de consommation, assez logiquement, les lieux de consommation vont avec les moments où on préfère les consommer. Et le moment où on préfère les consommer, c'est donc à table ou à l'apéritif. Et bien en fait, assez logiquement, du coup, les Français consomment majoritairement dans des lieux privés. Donc le premier endroit dans lequel on consomme pour un certain nombre de profils, notamment les traditionnistas, les gastronomaniaques, les becs sucrés et les apéritivores, c'est chez eux. Ou le deuxième critère qui ressort, ce sont chez des amis ou en famille. Et encore une fois, une sphère privée. Donc les becs sucrés, les barbecue masters et les street lovers et les végis gourmands se retrouvent aussi dans cette sphère privée.
On a deux profils qui émergent pour consommer à l'extérieur, et c'est assez normal, puisqu'ils ont un mode alimentaire plus itinérant. Ce sont les street lovers et les végis gourmands qui sont surreprésentés dans cette catégorie. J'en viens en fait à la boisson qui est la plus consommée lors d'un événement festif. C'était important de pouvoir poser la question en dehors du repas. C'est-à-dire qu'on le voit, le vin s'impose majoritairement à table, mais qu'en est-il de la consommation du vin lors d'un événement festif ? Et on a donc demandé dans le panel aux Français de répondre, savoir quelle était la boisson consommée lors d'un événement festif. Mais en fait, la première boisson consommée lors d'un événement festif, qui ressort à part égale avec le vin, eh bien, mais majoritairement tout de même, si on prend les végis gourmands qui consomment plus d'eau que les autres, eh bien, ce sont des sodas et des jus de fruits. Donc en fait, aujourd'hui, l'idée de l'association de l'événement festif absolument avec la boisson alcoolisée, eh bien, dans ces profils qui sont jeunes, on parle des becs sucrés, on parle des barbecue masters et des street lovers, eh bien, la première boisson à laquelle ils pensent, à consommer, ce sont des jus de fruits ou des sodas. On voit là encore une caractéristique spécifique pour nos consommateurs un peu plus âgés, donc les traditionnistas et les gastronomaniaques, qui eux, et les apéritivores, qui eux déclarent consommer majoritairement du vin lors d'un événement festif, mais on sent que le clivage se fait jour entre les générations. Dernier élément peut-être de distinction, enfin d'analyse par rapport aux événements festifs. Vous voyez la bière, l'item bière. Eh bien en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à d'autres types de boissons, en fait, il est relativement constant, dans une part constante dans un événement festif. On est entre 40 et 57%. Donc en fait, c'est une boisson qui est relativement présente lors d'événements festifs au sein de la population française. Et avec une caractéristique spécifique, vous voyez, les végis gourmands sont surreprésentés dans la consommation de bière. Donc c'est une information pour Fabrizio qui nous présentera plus en détail cet après-midi. Enfin, j'en viens à un autre item qui est les raisons préférées du vin à une autre boisson alcoolisée. Eh bien là encore, on est sur la caractéristique des Français en lien avec l'alimentation, c'est l'envie de boire une boisson qui s'accorde bien avec le repas. Et c'est un item qui ressort sur l'ensemble des profils, et c'est aussi, là, je dirais, pour la filière viticole assez rassurant, c'est de voir que l'accord mets et vins reste prégnant, quels que soient les profils de consommateurs, quel que soit l'âge. C'est encore pour accorder leur boisson avec leur repas que les Français préfèrent consommer du vin. Et évidemment, c'est majoritaire, comme vous le voyez, chez les profils plus âgés, type les traditionnistas et les gastronomaniaques. On a une petite spécificité encore de notre végis gourmande qui apprécie de consommer aussi du vin en raison du fait que c'est un produit de terroir. C'est un produit local qui est élaboré localement. Enfin, l'intérêt pour différents types de vins, on a souhaité tester aussi auprès des différents Français quel était leur intérêt pour différentes certifications, et notamment sur la dimension environnementale, de voir à quel point ils s'intéressaient à ces évolutions. Eh bien, quand on regarde les vins certifiés nature ou les vins sans sulfite, eh bien, vous voyez qu'on est quand même entre près de 80 à 90% de la population qui s'intéresse très fortement au mode d'élaboration du produit, plus spécifiquement encore avec des certifications environnementales qui est la deuxième ligne, où vous voyez que les Français, c'est quand même sur une tranche très importante qui va de 72% à 89% pour les végis gourmands. Les végis gourmands, là encore, et c'est normal, s'intéressent plus spécifiquement à la dimension environnementale, biologique, un certain nombre de certifications, parce que aussi ils sont plus en lien avec les soucis de santé sur leur façon de consommer. Les deux dernières lignes posent la question de savoir si les Français sont intéressés par des vins à faible degré d'alcool, et la dernière ligne à des vins sans alcool. Eh bien en fait,
un certain nombre de consommateurs logiquement plus jeunes s'intéressent assez mollement, on peut bien le dire, à des vins avec une plus faible densité d'alcool. Mais en revanche, on voit une chose qui ne prend pas du tout dans la population française, c'est l'intérêt pour le vin sans alcool. On est vraiment sur des segments très très bas qui aujourd'hui, on le voit, ne rencontrent pas véritablement d'intérêt de la part des Français. Alors, dernier sujet, dernier critère sur lequel on a cherché à interroger les Français, c'est le choix du vin et l'achat en fonction du profil de mangeur. On a cherché à essayer d'identifier quels étaient les premiers critères qui leur permettaient de choisir le vin. Eh bien, sans grande surprise, hein, enfin, je veux dire, c'est assez constant comme analyse. Le prix reste un élément déterminant pour les Français pour choisir le vin. Et évidemment, encore plus spécialement quand on est sur des populations qui sont plus jeunes. Vous le voyez, le prix est numéro 1 chez les becs sucrés, les apéritivores, les barbecue masters et les street lovers. Donc avec une population qui aussi fait plus attention en raison de son âge. Et avec deux profils qui se distinguent encore là, les traditionnistas et les gastronomaniaques, qui de par leur âge et du coup leurs revenus aussi financiers, sont davantage intéressés par l'appellation et le bassin viticole parce qu'ils représentent aussi une tranche d'âge plus âgée, qui s'intéressent davantage aux appellations et qui, en la matière, ont une appétence supplémentaire pour le produit. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation des différents types de profils de mangeurs. Mais je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que la place du vin à table a encore de belles années devant elle, puisque les Français conservent ce mode de consommation à table pour partager, pour échanger, quel que soit leur profil et quel que soit leur âge. Donc faisons attention, effectivement aussi, comme Pascal Hébel le soulignait, les Français emportent leurs habitudes de consommation avec l'âge. Donc aussi à nous, filière viticole, de savoir dialoguer avec les jeunes générations pour renouveler leur intérêt autour du produit, parce qu'ils s'alimentent peut-être différemment, mais nous avons la chance d'avoir une grande diversité de vins à proposer et c'est l'occasion peut-être de proposer des accords mets et vins qui répondent aussi à leurs aspirations d'une façon un peu décomplexifiée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Christelle pour cet exposé.